Les tribunaux de justice seront changés en tribunaux d'injustice. Cette prophétie de Marie-Julie Jahenny est du 20 avril 1882. Elle est tirée de ce livre best-seller Les prophéties de la Fraudet, paru aux éditions Réziac, le premier livre publié sur les prophéties de Marie-Julie Jahenny, et c'est le chapitre annonçant la guerre civile, la surveillance généralisée durant cette guerre civile avec une armée de surveillants dans chaque lieu et ville de France, mais aussi dans les petites contrées, où tout le peuple devra se soumettre à une dictature et même les enfants seront surveillés et aucune plainte ne sera possible. Et pour terminer, ce sera la ruine pour beaucoup de familles. Eh bien, beaucoup de signes sont là. Comment ne pas penser aussi au scandale d'état de la mort de Liana, cette jeune fille de 11 ans assassinée par un pédocriminel qui avait plein de plaintes contre lui qui n'ont jamais abouti, plein de signalements qui n'ont strictement servi à rien. Et malheureusement, le cœur de cette petite Liana ne bat plus à cause de toute cette chaîne de défaillance judiciaire, mais surtout à cause de ces tribunaux de justice transformés en tribunaux d'injustice. Ce scandale de la mort de Liana est l'arbre qui cache la forêt, puisqu'un journaliste du Figaro a enquêté sur les très nombreux Français qui se font désormais justice eux-mêmes. Écoutez bien son analyse, est limpide. C'est une famille bien intégrée, une famille où tout le monde plus ou moins travaille dans la fonction publique, et la jeune fille a un différend, un conflit avec son ancien petit ami. Après quelques semaines de séparation, l'ancien petit ami refait surface, il emmène Romane, puisque c'est le nom de la jeune fille de la famille, en voiture, et puis il la maltraite, il la frappe. Elle va déposer plainte. Plainte classée sans suite, sans qu'il soit prévenu. Quelque temps après, l'ex-petit ami met le feu aux voitures qui sont devant le domicile, les flammes commencent à atteindre le domicile, les parents vont porter plainte et le commissariat sous-qualifie les plaintes. On explique que c'est dégradation de biens par produits inflammables, etc. Et là aussi, ils attendent, pas de réponse, ils apprennent que la plainte est classée sans suite. Le jeune gars revient, il met le feu, cette fois-ci ça dégénère parce qu'il y a la vanne de gaz qui est devant le petit pavillon qui est en train de s'enflammer. Il court porter plainte, c'est un 14 juillet, les policiers leur disent « Attendez, non, on ne vous prend pas la plainte, on n'a pas que ça à faire, c'est la délinquance du 14 juillet, c'est très chaud, on n'est pas assez. » Ils refusent de prendre la plainte, sachant qu'entre-temps, ils avaient installé des caméras de vidéosurveillance et en regardant les images, ils voient très bien que c'est l'ex-petit ami, on le reconnaît à ses affaires, etc. Et en plus, son téléphone borde sur place à l'heure indiquée. Donc, ils vont chez lui, parce qu'ils se connaissent, c'est des familles qui se connaissent dans le quartier, ils le prennent violemment, forcément, c'est une séquestration, il l'emmène en voiture chez sa mère pour que tout le monde s'explique. Résultat des courses, c'est l'ancien petit ami qui porte plainte, les policiers déboulent chez la famille où il y a eu 2 incendies, une plainte portée par la jeune fille qui a été frappée, toutes les 3 classées sans suite, mais cette fois-ci, les policiers vont dans la famille, perquisition, ils les emmènent tous au dépôt et ils sont jugés. Ben voilà, la justice c'est comme ça. L'exemple que vous venez de raconter est révélateur du phénomène d'auto-justice sur lequel vous avez enquêté. De quoi s'agit-il ? Alors l'autojustice, si on veut la définir, ce sont des personnes qui, après avoir appelé la police et appelé la justice, ont considéré que personne n'est venu les aider. Ils en ont nourri un sentiment de frustration, puis d'injustice et de colère, et ils ont réglé l'affaire eux-mêmes. La plupart du temps, ces gens-là ont appelé la police 2 fois, 3 fois, 4 fois, elle n'est jamais venue. Ou parfois, quand le commissariat décroche, c'est ce que m'a raconté un commerçant, le policier lui dit « Qu'est-ce qui se passe ? Ben, j'ai arrêté mon voleur, donc ça y est, vous le tenez, oui, vous avez récupéré votre marchandise, oui, ben, laissez-le partir ». Et ils en ont nourri vraiment le sentiment d'être des abandonnés de la République. Et donc, ils se font justice eux-mêmes, et ce sont des affaires qui viennent de plus en plus devant les tribunaux, parce que quand on se fait justice, en général, on se fait attraper. Il n'y a pas de portrait type. J'ai rencontré des commerçants, j'ai rencontré des petits propriétaires, retraités ou pas, qui avaient acheté à la fin de leur vie un studio ou un petit appartement et qu'ils voulaient louer et qui sont squattés. J'ai rencontré des gens qui en avaient marre de se faire piller leur voiture dans les parkings. Et donc, tous ces gens-là considèrent que la justice ne passe pas, que la police ne s'occupe plus d'eux. L'une des affaires qui a fait que je me suis intéressé à ce sujet et que j'ai fait une enquête sur ce phénomène, c'est l'affaire de Roanne, quand un père de famille, au motif qu'un mineur étranger isolé s'était introduit chez lui dans son domicile la veille et de nuit et qu'il avait touché sa gamine, et alors qu'il y avait une enquête de police, il a lui-même fait une contre-enquête avec ses amis jusqu'au moment où il retrouve le gamin et il le lynche
dans une des rues de Roanne. Donc il y a des affaires individuelles et puis des affaires collectives, spontanées ou parfois organisées, comme ceux qui pourchassent les pédophiles et qui leur tendent des pièges sur le net pour protéger leurs enfants. Et ils comblent un vide parce que là, il n'y a pas suffisamment d'enquête de police. Ces affaires-là viennent de plus en plus souvent, c'est ce que m'ont dit les procureurs, sur la scène pénale. Et ça inquiète les magistrats en me disant, mais on s'étonne que ce phénomène ne soit pas plus important. À quoi est dû ce phénomène grandissant ? Alors nous sommes rentrés dans une période qui est un petit peu à la limite de l'état de droit. C'est vrai que pendant la période du Covid, l'État a incité les gens à une autodiscipline générale où ils s'autorisaient eux-mêmes à sortir, ils se faisaient un papier, ils étaient eux-mêmes policiers de leur propre déplacement, si bien que ça incitait à la délation en appelant le 17, les services de police et de gendarmerie en disant voilà, lui je l'ai vu sortir, il n'arrête pas de sortir, il est dans cette maison, dans cet étage, ils font des fêtes, ils sont 15. Ça comment dirais-je, laissé une sorte d'atmosphère qui maintenant se retrouve dans les réseaux sociaux qui sont une amplification terrible avec des redresseurs de tort qui là trouvent une autoroute pour dénoncer, accuser, condamner et puis aussi punir, exécuter la peine. On peut s'interroger sur le rôle de l'État dans la montée de ce phénomène d'autojustice. De l'État, dites-vous, mais principalement de l'institution judiciaire qui peine à assurer ses fonctions. Aujourd'hui, vous avez un rapport des États généraux de la justice, 2 rapports de la Cour des comptes, un rapport d'une mission interministérielle police-justice qui vous disent voilà, le flux des plaintes annuelles, 3,5 millions, ne peuvent plus être traitées par les services de police. Elles augmentent le stock qui augmente tous les ans. Il y a 2 700 000 plaintes qui ne sont pas traitées. Il y a quelques jours, il y a un procureur de la République, celui de Melun, qui a dit voilà, moi maintenant je classe sans enquête. C'est-à-dire que les gens savent désormais que même s'ils portent plainte, leur plainte va être classée sans suite. Et donc ils n'auront aucun retour, aucune prise en compte de leur affaire par la justice. Un procureur m'a raconté l'affaire d'une jeune femme qui part en boîte avec un jeune type qu'elle connaît un peu. Au retour, ça ne se passe pas bien. Il la force, il la vole dans la voiture. Elle porte plainte, elle donne le nom, le prénom, la marque de la voiture et l'immatriculation. La plainte est restée 2 ans en faisant 2-3 vérifications, puis elle a été classée sans suite. Quand le chef de l'État en 2001 demande un rapport sur la justice et qu'on lui remet l'année d'après, en 2002, ils expliquent que, là il ne s'agit pas de dire que la justice fonctionne mal ou pas bien, la justice ne fonctionne plus. La justice ne remplit plus ses missions. La justice ne protège plus les plus faibles. La justice ne protège plus les plus fragiles. C'est écrit comme ça. L'an dernier, à la même heure, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur, ont dit on va créer, pour faciliter le dépôt des plaintes des Français, un nouveau panel de plaintes, plaintes en ligne, pré-plaintes en ligne, main courante en ligne, plaintes en visio. Comme ça, les Français pourront déposer encore plus de plaintes, ça sera simplifié, alors qu'il n'y a pas un seul enquêteur supplémentaire pour traiter ces plaintes. Peut-on encore lutter contre ce phénomène grandissant et comment ? Il faut réformer la justice, il faut permettre aux services de police et de gendarmerie d'avoir les moyens de faire leurs enquêtes et de traiter les plaintes. Je veux dire, la réponse du politique n'est pas à la hauteur du sujet et du problème. Donc, a priori, je ne vois pas d'autre chose qu'un phénomène inquiétant qui va être de plus en plus important. Et oui, le scandale de la mort de cette jeune Liana n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et pour vous donner un aperçu du climat de guerre civile et d'impunité totale pour les voyous, j'ai décidé de vous interviewer un ancien policier, aujourd'hui pompier, en première ligne de l'insécurité, mais aussi des conséquences des injustices à répétition qui nous concernent et qui avaient été annoncées par les prophéties de Marie-Julie Jahenny. Et cette interview, je vous invite vraiment à l'écouter dans une prochaine vidéo, car elle permet d'avoir un avis lucide lié au témoignage d'un homme sur le terrain qui a vécu l'impensable, les fusillades, et vous allez comprendre que nous sommes arrivés à cette liberté que l'on perd jour après jour à cause de ces voyous impunis qui sont partout, à cause de ces tribunaux de justice qui sont désormais changés en tribunaux d'injustice. Oui, l'heure est grave, c'est pourquoi nous devons prier avec confiance pour que le mal cesse enfin de régner sur la France. Je vous confie dans vos prières aujourd'hui Tony, qui est un jeune père de famille qui a besoin de la tendresse infinie de la Sainte Vierge Marie dans sa vie. Très éprouvé, c'est un père de famille qui subit une succession d'épreuves. Priez pour Tony, il en a grand besoin. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.